Ça y est, c'est parti pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais questions-réponses, mon FAQ partie 2. Bien sûr, film leaké pas fait. Film leaké pas fait. Ça y est, nouvelle vidéo YouTube. On est chaud. Questions-réponses partie 2. Avec l'IFE cette fois-ci. Voilà, je vais vous parler de ce que je peux faire 24 heures à Dubaï. On est vendredi, je vous poste la vidéo dimanche, je sais. Mais voilà, je vais répondre à toutes vos questions que vous me posez au quotidien. Et sans langue de bois, c'est important. C'est parti pour répondre à toutes vos questions, toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. J'ai fait un question-réponse et il y a une question qui est venue que je tenais à répondre. Ta routine matinale. Routine matinale, j'aime bien aller à la douche dès que je me réveille. Sinon, je suis fatigué, je ne suis pas de bonne humeur. J'aime bien prendre ma douche directement. Ensuite, piscine, natation. J'aime bien aller nager, j'aime bien aller bronzer dès le matin, comme ça c'est fait. Si je peux faire mon sport le matin, c'est bien aussi. Comme ça, je suis tranquille le reste de la journée. Et après, je continue ma journée parce que je suis prêt à faire ma journée. Deuxième question, ton âge, présente-toi. Bon, j'ai 28 ans, je suis né le 9 novembre 1994, signe astrologique Scorpion. Et présente-toi, comment je peux me présenter? Dylan Thierry, je suis né au Luxembourg, j'ai 3 petits frères et 3 petites sœurs. Ça fait 2-3 ans que je ne parle plus avec mon père. Voilà, nos chemins se sont séparés, entre guillemets. Je suis très proche de ma mère. J'ai beaucoup de projets pour cette année 2023, beaucoup de projets, beaucoup de voyages de prévus. Je suis un passionné de sport de combat, j'aime beaucoup faire de l'humanitaire et j'aime énormément faire du sport. Voilà, c'est mes trois passions, sans parler de la religion, mais voilà, c'est mes 3 passions que j'aime faire. Là, on m'a dit 3 défauts, 3 qualités. On va commencer par les défauts. Je suis toxique, je peux être toxique comme mec. Deuxième défaut, je suis quelqu'un de maniaque, ça peut être chiant pour certaines personnes parce que je suis maniaque, j'aime bien que tout soit toujours carré, tout ça, bien organisé. Enfin, bien organisé, je parle du côté, tu vois, j'aime la propreté en fait. Ouais, t'es casse-couille quoi. Ouais, mais... ouais, voilà, je suis casse-couille en gros. Troisième défaut, je peux paraître arrogant quand on ne me connaît pas, parce que je me protège, je mets une carapace et du coup je peux paraître arrogant alors que je ne le suis pas du tout. On est tous humains, on va tous aux toilettes de la même façon, du coup voilà. 3 qualités, je dirais généreux, gentil, je suis quelqu'un de profondément gentil, même si à certains moments on a pu me voir dans des circonstances qui sont complètement différentes, mais je sais que je suis quelqu'un de fondément gentil. Je peux aider n'importe qui, n'importe quoi, sans aucune raison et sans rien attendre en retour. Et une troisième qualité, vu que tu m'as dit un défaut, bâtard. Ah, ok. Qualité. Ouais. Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. Il met du temps à répondre, hein. Est-ce que t'en as des qualités? Ah, quel enfoiré. C'est que tu suis ton cœur, ça c'est une qualité. Ouais, c'est vrai, je suis mon cœur. Je suis... quand je suis focus sur quelque chose, je lâcherai pas le morceau. Si je veux atteindre cet objectif, je ferai tout pour y arriver. Ta détermination. Ouais, ma détermination, ouais. Je suis déterminé. J'ai tapé. Les amis, ma routine du matin, 45 minutes de piscine à peu près. Je dois le faire parce que le docteur il me l'a demandé par rapport à l'épaule. Par rapport au fait que je me suis déboîté l'épaule, qui m'a mis 2 vis et tout ça. Tous les matins, je fais 45 minutes de piscine. Et en même temps, je bronze. Ça fait grave du bien. Je fais ça, voilà. Dès que je me réveille à 9 h, je viens à la piscine direct. Tous les jours. Voilà ma rituel du matin. Elle est bonne ou elle est pas bonne? Prochaine question. Alors, comment as-tu commencé l'humanitaire? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Comment j'ai commencé? Tout simplement, j'envoyais des messages à plein d'associations,
des grosses associations, des plus petites associations sur Instagram, et je recevais aucune réponse. Et un jour, j'ai une association, d'ailleurs la première association avec laquelle je suis parti, ils me contactent sur Instagram et ils me demandent: Dylan, est-ce que ça t'intéresse d'être l'ambassadeur de notre association pour faire donner plus de visibilité à l'association et partir avec nous en tant qu'ambassadeur? J'ai directement accepté. D'ailleurs, c'était juste avant que je parte en tournage dans la Villa des Cœurs Brisés. J'ai d'ailleurs même quitté le tournage de la Villa des Cœurs Brisés pour partir au Sénégal. Et quand je suis arrivé au Sénégal, vraiment, j'ai eu une révélation. J'ai eu un vrai coup de cœur. J'ai vraiment ressenti que j'étais utile, que entre être en télé-réalité ou être en voyage humanitaire, s'il y avait un choix à faire entre les deux, ça serait bien évidemment l'humanitaire. Et là, ça a été pour moi le déclic. Ensuite, j'ai fait un deuxième voyage humanitaire avec la même association, un troisième avec une autre association, un quatrième. Et ensuite, j'ai décidé de continuer mes voyages humanitaires de mon propre plein gré. C'est-à-dire choisir le pays, choisir mon équipe, choisir de ce que j'allais faire sur le terrain. Et ça a été une vraie révélation. Ouais. Et je continue là-dedans et je m'y plais énormément. Prochaine question. Tu dis souvent que tu n'es pas français. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne suis pas français. Je suis luxembourgeois. Je parle 3 langues avant de parler le français. Enfin, je parle 4 langues, mais le français, c'est ma 3e langue. C'est-à-dire que je schwätze Lützburg also, zum Beispiel los, sind schon gang zu froh, die mir froh gestellt, und ich bin gang zu antworten. Ça, c'est du luxembourgeois. Après, je parle allemand. Ja, ich habe auch Deutsch in die Schule gelernt. Und ja, Deutsch ist, ich spreche nie Deutsch, weißt du, ich habe ein bisschen verloren, mais ich spreche noch immer ein bisschen Deutsch. Ça, c'est de l'allemand. Et yeah, I speak also English, you know, that's normal. Yeah, I live in Dubai 4 years long, and yeah, I speak English. Mais voilà pourquoi des fois je fais des erreurs de français et tout ça, parce que le français c'est pas ma langue natale du tout. Je me suis vraiment adapté au français parce que j'ai une communauté qui est française et française du coup. Française, voilà. J'ai une communauté qui est française du coup et il faut savoir qu'au Luxembourg, les Luxembourgeois ils parlent très mal le français. Ils confondent ils peuvent dire le vache. Il y a vraiment des grosses erreurs de grammaire. Et j'ai vraiment tout fait et j'ai appris le français vraiment sur le terrain, quoi. Avec mes amis, en télé, tout ça, j'ai vraiment amélioré mon français, on va dire. Même si je fais toujours des erreurs. Mais le français est une langue très dure, hein, je tiens à le dire. Prochaine question. Alors, ton plus grand rêve. C'est vrai que ça, c'est une question qu'on me pose très souvent. Il faut savoir qu'un rêve, en fait, faut bien distinguer le rêve et l'objectif. Des objectifs, j'en ai eu plein, de mettre ma famille à l'abri, des objectifs comme quoi avoir une famille, se marier, tout ça. Mais un rêve, souvent, ça dépend pas de toi, ça dépend d'autres personnes, de l'État, ça dépend de ton rêve. Moi, mon rêve, c'est de pouvoir adopter un enfant, et je dirais même plusieurs enfants. J'aimerais vraiment atteindre ce rêve-là, et je ferai tout pour adopter un enfant dans le besoin un jour. Inch'Allah. Prochaine question. T'es musulman depuis quand? C'est aussi une question qu'on me pose, ça on peut se le dire presque tous les jours. T'es musulman depuis quand? Je suis musulman depuis l'âge de mes 16 ans. Il faut savoir que ma mère s'est convertie à l'islam avant moi. Elle s'est convertie à l'âge de 24 ans. Je me suis converti à l'islam à l'âge de 16 ans. Une semaine après que je me sois converti à l'islam, ma mère était tellement fière de moi qu'elle a mis toutes ses économies pour nous ramener à la Mecque. Faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment les moyens. Du coup, ma mère a vraiment mis toutes ses économies pour qu'on puisse partir, elle et moi, à la Mecque et être pardonné de tous nos péchés et commencer sur une feuille blanche. Et là où l'histoire est belle, c'est que 10 ans plus tard, je vais réaliser le rêve de ma mère, c'est que c'est moi qui vais la faire partir à la Mecque, à mes côtés et aux côtés de ses 3 autres enfants qui sont mes 3 petits frères. Du coup, c'est beau parce que je pars à la Mecque à l'âge de mes 16 ans et 10 ans plus tard, à l'âge de mes 26 ans, c'est moi qui emmène ma mère à la Mecque. Sachant qu'on est vendredi, là c'est l'heure d'aller à la mosquée, il est 11h45, j'aime bien partir avant tout le monde, du coup je vais arriver à la mosquée et je vais vous prendre avec moi, c'est parti. Là on va à la mosquée comme tous les vendredis. La mosquée, c'est obligatoire d'y aller pour les hommes. Du coup là je me dirige vers une belle mosquée que je vais en même temps vous montrer.
Elle est très très belle. Je vous donnerai aussi l'adresse de cette mosquée en bio. Comme ça, pour tous ceux qui viennent en vacances à Dubaï, vous pourrez y aller. C'est la mosquée où je vais tous les vendredis. Elle est magnifique. Toujours prendre de l'eau quand on vient à la mosquée. Très important parce qu'il fait chaud. Il y en a dès qu'il prie dehors. Là on arrive à la mosquée, il faut savoir que là c'est vide, mais ça va vraiment être plein à craquer, tout l'intérieur de la mosquée va être plein et l'extérieur pareil. Et pour nous les hommes c'est obligatoire de venir le vendredi à la mosquée. Cette eau elle a 3 semaines. T'aimes prendre des risques, toi. Je vis d'eau fraîche et de risques. C'est ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar. واعملوا بالتنزيل واقنعوا من دنيا العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم. سمع الله لمن حمده. أكبر. Ça y est, la prière de vendredi est terminée. Moi, ce qui m'impressionnera toujours, c'est vraiment qu'on est tous mélangés. Que ce soit par rapport à nos origines ou par rapport à nos métiers. Tu pourrais y retrouver des banquiers, des influenceurs, des chefs d'entreprise. Voilà, il y a vraiment de tout. On est tous mélangés et voilà. La seule chose qui comptera plus tard, c'est nos bonnes actions. Hi bro, how much is the liter? This one, 1 liter, how much is it? special, No, normal. 2.9. 2.93. Ok. On va regarder la différence entre le litre à Dubaï et le litre en France. L'essence à Dubaï, le litre, il est à 75 centimes. En France, il est à quoi? 1,90 €? Le double. Combien? Le double au moins, même voire plus. Mais le litre en France, il est à combien? 1,60, 1,70. Ah non, non, ça c'est au Luxembourg, ça. Au Luxembourg, ouais. Ouais, c'est- En France, je crois qu'il a 1,90. 1,90, c'est tout ça. Ça veut dire que le litre à Dubaï, il est 3 fois moins cher. Tu te rends compte? Ok, bon, can you put full, please? Full, Non, c'est une dinguerie. Hein. Et ici aussi, ce qui est bien, c'est que c'est eux qui mettent l'essence. C'est pas nous. Il y a un Bon, vrai service. c'est pas très dur à le faire, mais il y a un vrai service, quoi, tu vois. C'est vraiment, heureusement qu'ils sont là pour nous aider, quoi. Heureusement qu'ils sont là pour nous aider. Heureusement qu'ils sont là pour nous aider, tu vois. Genre le mec, heureusement vraiment, parce que là, Non, c'est pas ça, mais mettre un pistolet, ouais, c'est compliqué. Hein. non, non, non. Dieu merci, ils sont là, ils facilitent la tâche à Dubaï et tout ça. Il y a un vrai service, surtout quand tu as une famille, tu vois. Moi, je sais qu'ici, pour fonder sa famille, par rapport aux écoles, ils apprennent l'arabe, ils apprennent l'islam, ils apprennent le français, ils apprennent l'anglais, tu vois. Et après, tous les petits services qu'on voit comme ça en plus, c'est cool, tu vois. Ça, on va pas cracher dessus, tu vois. Heureusement qu'ils sont là parce que c'est trop gros. Mais c'est sympa, tu vois, c'est sympa. Mais le plus sympa, c'est que l'essence soit 3 fois moins chère qu'en France. Ça, c'est vraiment sympa. Je vais faire quoi avec le bendo mais tu me j'arrive pas à arrêter.
méchant. Je laisse parler ma colère, je suis dans la première. Good? Yeah. Ça, c'est la grande famille ici. Hein. Je viens tous les jours. Et regardez, le meilleur des jus, la surprise. Là, vous avez le jus Dylan Thierry. Carottes, gingembre, ananas et pommes vertes. Tu veux goûter? Allez. Ok, can I have two my juice, please? Yes, sure. No ice, no sugar, please. Thank you so much, my bro. Are you ready for test the best juice in the world? I'm ready, yeah. Barakallahu. Thank you, bro. Tu vas me goûter, tu vas m'en dire des nouvelles. Je vais goûter ça. C'est trop dur pour toi, ça va être trop compliqué. Tiens, goûte en direct pour voir. Je kiffe toujours autant. Ouais, moi c'est... C'est pas mal. It's getting more energy. Tu sens le gingembre? Ah, ça envoie quand même. Ah, mais ça envoie. Faut aimer le gingembre. Ah. Ça envoie du gingembre. Hein. Ah bah si t'es fan de gingembre, t'es content Ouais. avec ça. Alors, prochaine question. Quel type de mission humanitaire as-tu réalisé à Madagascar? En gros, qu'est-ce que j'ai pu faire à Madagascar? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser? En 90 jours, ce qu'on a pu réaliser, c'est de faire une grande maison. La maison, quand je dis qu'elle est grande, c'est que, comme vous avez pu le voir dans mes stories ou dans le reportage qui arrive, la plupart des personnes, et c'est une vraie problématique à Madagascar, c'est que les personnes vivent dans des tentes. Enfin, et encore, c'est pas des tentes, c'est des petits draps les uns sur les autres, des fils comme des fils de pêche. Voilà, c'est très compliqué. Et ce qu'on a pu réaliser, c'est de faire une grande maison qui fait à peu près la taille de salon, qui fait à peu près 50-60 mètres carrés sur 2 étages. On a fait du coup le rez-de-chaussée où les 60 mètres carrés à peu près, 55 mètres carrés, on les a divisés en 4. Ça a fait 4 logements pour les familles, plus un couloir au milieu où justement il y a à chaque fois une porte d'entrée. Au-dessus, on a fait un étage pour une famille de 9. Et ça a été pour la grande maison qui a été très long parce qu'il faut savoir que quand tu crées une maison sur un étage, en fait, il y a le sol, enfin le plafond et le sol qui met 24 jours à sécher. Du coup, presque un mois à sécher avant de commencer la construction du deuxième étage. Ça, c'est pour la grande maison. Ensuite, bien évidemment, on a acheté un terrain pour que les enfants puissent s'amuser, être dans un endroit où ils sont en sécurité, parce qu'il faut savoir qu'à Madagascar, à Boumbé, là où j'ai été, il n'y a pas d'endroit où les enfants peuvent jouer. Du coup, ils jouent sur les routes et tout ça. Et moi, je voulais vraiment un endroit où les enfants sont en sécurité, qui ne peuvent pas se faire rouler dessus, qui ne peuvent pas se faire kidnapper, où ils sont tous ensemble regroupés. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis une balançoire, la première balançoire de Abou Boumbé. Pour certains, c'est qu'une balançoire, mais pour moi, ça a été vraiment un plaisir de construire cette balançoire pour les enfants, parce qu'ils n'avaient jamais fait de balançoire. Et encore aujourd'hui, ils font la file pour faire de la balançoire. Ensuite, on a fait 4 petites maisons. 4 petites maisons pour des familles aussi. Bien évidemment, on a fait de la distribution tous les jours, pendant 90 jours, pour plus de 1000 enfants. On a soigné énormément d'enfants. Il y a eu un accouchement précaire. C'est comme ça qu'on dit, un accouchement précaire? Non. Non, c'est comment qu'on dit? Mais prématuré. Prématuré, un accouchement prématuré. Il y a une dame qui a accouché parce qu'elle était alcoolique, son enfant a 7 mois. Du coup, on s'est occupé de cet enfant. On avait très peur qu'il meure parce qu'il est dans des conditions vraiment pas très hygiéniques. Il a été accouché dans le sable. Ça a été vraiment compliqué cette situation parce que tous les jours on avait peur de perdre ce bébé. Il mangeait pas beaucoup et tout ça. Beaucoup d'enfants qui ont des blessures, beaucoup d'enfants à soigner, beaucoup d'enfants à mettre à l'école. Je les compte même plus, mais voilà, on a mis beaucoup d'enfants à l'école, acheter des cartables, des affaires d'école parce qu'ils n'ont absolument rien. Il y a des enfants qui commencent l'école à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans parce que forcément ils n'ont pas les moyens d'aller à l'école. On a fait 5 puits aussi, on a réalisé 5 puits, les 5 puits ont eu de l'eau. Et petite anecdote, pour le puits numéro 2, c'est une donatrice, enfin les 5 puits ça a été des donations, à part le premier, ça a été une donation, mais ça de tout le monde. Mais les 4 puits suivants, le puits numéro 2, c'est une femme qui voulait faire une donation pour faire un puits. Elle était à l'hôpital
Et quand j'ai fini mon voyage humanitaire, je lui ai écrit que le puits avait de l'eau. Elle m'a remercié et tout ça. Et une semaine après, elle est décédée. Aujourd'hui, je suis en contact avec son fils et son mari. Quand j'irai à Madagascar, je leur donnerai des nouvelles par rapport au puits. Mais ça m'a fait mal au cœur parce que j'étais en contact avec cette dame. Elle me disait qu'elle était à l'hôpital et moi, je pensais que ça allait aller et tout ça. Et elle a voulu faire cette donation avant de partir. Et voilà, Inch'Allah, qu'elle est au paradis et que le puits qu'elle a pu faire lui ouvre le plus haut degré du paradis. Voilà à peu près pour tout ce qu'on a fait à Madagascar. Après, je pourrais vous parler de Madagascar pendant des heures, mais il y a justement un reportage qui arrive par rapport à ça. Et je vais pas m'arrêter, désolé si je ne vais pas m'arrêter sinon, parce que voilà, c'est quelque chose qui me touche. J'ai été là pendant très longtemps. Je vais passer à la prochaine question. D'ailleurs, c'est toujours par rapport à Madagascar. Comment vas-tu après ce que tu as vu et vécu à Madagascar? Comment je vais? Aujourd'hui, je vais bien. Ce qu'on apprend durant nos voyages humanitaires, on apprend qu'on ne peut pas se plaindre. Moi, je suis quelqu'un qui se plaint jamais. Malgré tout ce qui peut se passer, quand j'ai une blessure à l'épaule, quand j'ai des polémiques sur moi, quand je suis un peu de mauvaise humeur par rapport à certaines situations, je me plains jamais. Je dis juste Dieu est grand et le temps fera les choses. Aujourd'hui, on a pu voir ce qui s'est passé en Turquie. Ça a touché le monde entier. Comment peux-tu te plaindre après avoir entendu des choses comme ça? Moi, pour ma part, j'ai été voir sur le terrain ce qui s'est passé. C'est des trucs qui touchent, c'est des trucs qui font mal au cœur. Et après des choses comme ça, tu ne peux pas te plaindre. On a notre famille qui est en vie. Il n'y a pas de tremblement de terre. On est en sécurité, Dieu merci. Pour ma part, je suis en bonne santé. Et je ne peux pas me plaindre. Voilà, je ne peux pas me plaindre vu tout ce que j'ai vu dans mes voyages. Et du coup, voilà comment je vis tout ce que j'ai vu en fait. Je me plains pas. Je me plains pas. Même si c'est triste ce que j'ai vécu, je ne vais pas me plaindre de cette situation. Ça a été triste, ça a été dur. À moi de faire en sorte de rendre la vie meilleure de certaines personnes avec toute modestie. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Là, je vais être en conférence de presse pour des bénévoles qui veulent me rejoindre pour mon prochain voyage humanitaire. Conférence tout court. Hein? Conférence tout court, pas conférence de presse. Ah pardon, j'ai dit conférence de presse? Oui. Non. Si. Ah, je suis bête, ouais. Ouais, je vais être en conférence avec 2 bénévoles qui veulent partir avec moi pour mon prochain voyage humanitaire. Je vais leur poser certaines questions, ils vont me poser certaines questions. Et du coup, on va voir, eux et moi, si ils sont prêts à partir à mes côtés pour ce prochain voyage. Du coup, voilà. Moi, je vais aller me reposer un petit peu. Ça a été une longue journée. Et je dois aller au sport ce soir. Du coup, je vais aller manger un bout d'ailleurs. J'ai faim. T'arrêtes de me filmer. Droit à l'image. J'ai pas signé. Droit à l'image. Droit à l'image. Tu vas porter plainte. Je vais porter plainte pour droit à l'image. En plus, toi, tu peux même pas faire ça. Pourquoi? Parce que t'es une personnalité publique. Et Bah, je sais pas. Genre, si on te filme comme ça, tu peux pas porter plainte, je crois, c'est non? une invention ça ou c'est comment? Non, je crois, hein. J'ai un peu maigri. Genre je le trouve. président sur le film. Tu vois, porter oh, plainte pour droit à l'image. Ah non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. T'as choisi d'être dans la lumière. Non. J'ai pas eu le choix. Ouais, avec chaud. Bon, je t'explique. T'es vraiment trop cool, quoi. Là, j'ai commandé africain. Bon, il y a des miettes partout parce que j'ai déjà fait une assiette. Ça, c'est la mienne. Là, je vais faire celle de mon caméraman. Regardez, on le reçoit comme ça. Et à la fin, c'est comme ça. Mais pour le faire comme ça, il y a toute une stratégie à faire. Là, c'est du poisson avec du riz et de la sauce yassa. C'est 100% sénégalais. C'est un repas sénégalais. Je commande tous les jours africain ou alors de la viande ici à Dubaï. Je vais vous expliquer comment... On dit pas désosser, mais comment on dit ça pour... C'est des aussi. Désosser un poisson? Il n'a pas d'os le poisson. Désarrêter. Alors, On lève les arêtes, quoi. on commence par le dessus ici. Regardez, boum, 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 ça sort tout seul. Vous voyez vraiment le dessus du poisson comme ça. Hop, ici. Boum, tu sors le haut. Tac, tu le jettes. Et ensuite, il y a le bas. Le bas, c'est pareil. Boum, 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 tu vas le jeter. Regarde, ça sort ici, tu vois. Tu mets le riz dans cette assiette. Pareil, la même chose au-dessus. Regarde, un bon filet de poisson. Bien fait. Ouais, il est beau. T'as vu? Ça, c'est parce que je l'ai bien. Je vais redire désossé, mais à mon avis, c'est pas désossé. Hein. Mais tu vois, je l'ai bien fait, regarde. Tu vois, après, tu as juste à couper des petits morceaux comme ça. Du coup, voilà. Je te laisse faire le reste ou
Non, vas-y. Ensuite, il y a le truc du milieu. Regardez comment il s'enlève facilement. Ouais, ça, c'est quand tu es un spécialiste. Hein. Pas tout le monde sait le faire, ça. Parce que le problème, bon, je vais l'avouer dans cette vidéo, je sais cuisiner, mais je suis pas non plus un pro de la cuisine. Ça veut dire que ça fait des années que j'ai fait que commander dans ma vie. Je peux vous le dire, vous la mettez par-dessus comme ça. Tu vois, les olives, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de noyau dedans. Du coup, moi, je les coupe en deux, comme ça. Voilà. J'en commande toujours deux de sauce parce que je trouve que ça a plus de goût. Et j'aime beaucoup, beaucoup la sauce yassa. J'ai été plusieurs fois au Sénégal, plusieurs fois au Mali. Et c'est vrai qu'au Sénégal, je mangeais ça tout le temps. Merci de ne pas voir que la vaisselle n'est pas faite. Vous savez, quand vous avez un caméraman à la maison qui fait pas la vaisselle, c'est toujours compliqué. Oh, il est de mauvaise foi. Du coup, moi je fais tout. Je suis l'homme de maison. Du coup, je dois faire la mienne de vaisselle et la sienne, c'est un peu fatigant. Voilà, tac, 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 tac. Ah, tu fais quoi là? Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Ah, il a bien visé l'enfant. Et du coup, là, vous avez deux plats purement sénégalais. Regardez, super bon. Hyper protéiné, fait maison. Qui n'a pas été fait par moi, mais qui a été terminé par moi en tout cas. Oh, ça sent bon. Allez. Des ossages vite fait. Goûtez, goûtez. Là, c'est bon. Je voulais savoir comment vous m'avez connu pour que je sache. Les réseaux. Bon, les réseaux, la télé, quoi. Oui, voilà. Ok, parce que. Non, je pose cette question parce qu'il y en a des qui me connaissent que à travers l'humanitaire, la religion. Je voulais juste savoir. Ah oui, clairement, oui. Alors nous, les émissions de télé-réalité, etc., c'est pas du tout notre génération. Ouais, j'imagine, ouais. C'est pas du tout notre dada, clairement. Alors oui, effectivement, on t'a pas connu de ce biais-là, c'est à travers les actions humanitaires. Okay. Auxquelles on a complètement adhéré et auxquelles on est tombé sous le charme de toutes les actions humanitaires que tu pouvais faire et surtout comment tu les mettais en avant et l'amour que tu as porté surtout aux enfants et ça fait bien depuis qu'on est mariés, ça fait 15 ans qu'on avait cet objectif de faire une action humanitaire et puis bon, il y a eu un bébé, 2 bébés et puis bon voilà quoi. On n'a jamais eu vraiment le temps et félicitations. Et on a surtout Merci beaucoup. Et on n'a jamais eu vraiment le temps. Madagascar, on parle de gens qui n'ont rien. Ça veut dire que demain il y en a un de vous qui prend un coup de couteau, je prends un coup de couteau, ils nous mettent sur le côté, on est mort et il ne se passera rien du tout. C'est pour ça que quand il y a des parents ou des mères ou des pères ou autres, je ferai très attention pour pas qu'il y ait d'orphelins derrière. Je vous invite à faire la prière de consultation avant, qui est une prière pour moi qui m'a aidé à plusieurs reprises dans ma vie, et je pense pour tous les musulmans du monde. Hein. Mais c'est un pays qui est délicat, hein. C'est un pays qui est très dangereux. Là, avec moi, j'ai une bénévole qui est déjà partie. Elle s'appelle Lina, elle est partie avec moi à Madagascar. Et elle également, elle a beaucoup aimé ce qu'on a pu faire, parce que du coup elle était avec moi, mais ce que j'ai pu faire avant qu'elle arrive à Madagascar. Ensuite, il y a 3 autres bénévoles. Ce sont 3 femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est pas un pays où ils meurent de faim. C'est pas un pays où ils meurent de soif. C'est pas un pays où il y a besoin de mosquées. Moi, de base, quand je faisais mes voyages humanitaires au début, je me disais toujours ah ouais, je vais aller dans ce pays-là et je vais faire ça, 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 ça et ça. Et en fait, avec l'expérience de mes voyages humanitaires, j'ai compris que ça servait strictement à rien. Il y a le côté, c'est apporter un soutien psychologique. Je pense que c'est la chose qu'on peut le plus apporter. Il y a beaucoup d'orphelins aussi. L'ambassadeur, il m'a parlé aussi que son père avait un terrain qui était dispo et que, vu il y a énormément d'orphelins par rapport à tout ce qui s'est passé, et on sait à quel point l'orphelin est important dans l'islam, et je voulais, avec l'équipe et tout, ouvrir un orphelinat sur le terrain de l'ambassadeur. Après,
on a tendance à ne pas se rendre compte de tout ça. Mais non, mais on vit dans notre petit cocon et notre petit confort. Après, c'est aussi une leçon qu'on veut apprendre, que d'aller se faire un rappel de la chance que l'on a. Ouais. Ouais, vraiment, je te le dis, merci pour ton soutien. Mais Dieu est grand. T'as vu et pourtant, là, en ce moment, ça y va fort. Hein. Là, ça y va fort. C'est pour ça que je te posais la question. Parce que, par respect, si tu as des questions, même que tu penses qu'elles sont déplacées, moi, je peux y répondre très naturellement. La seule chose que je pourrais te poser, c'est comment tu vis tout ça. Voilà, tu m'as répondu, ça te fait ni chaud ni froid. Bah, écoute. Ah ouais. Ouais. J'ai fait 7 voyages humanitaires. Sur les 7, j'ai été complètement défoncé. On est passé du sauveur blanc à l'escroc. Et ça pendant les 7 voyages. Mais le problème, c'est... Enfin, le problème. Le truc, c'est que quand tu le fais pour Allah, bah, malheureusement, tant mieux, la vie des gens n'est pas très important. Alors, merci pour toutes ces explications. Vraiment. Merci à vous. Merci. Et au nom de toute la communauté musulmane. Barakallahu qu'on soit plus nombreux, vraiment. Inch'Allah. Inch'Allah khir. Inch'Allah. Salam alaikum. À bientôt. Ciao. Voilà, on vient de terminer la réunion avec un couple pour mon prochain voyage humanitaire. Ça s'est super bien passé. C'est des gens qui ont l'air d'avoir la main sur le cœur, qui ont envie de partir, qui veulent partir depuis des années, parce que c'est un couple qui a plus de 40 ans. Ils ont 3 enfants et ils ont l'air vraiment motivés. Je les ai validés directement, très matures. Ils ont vraiment l'envie d'aider. Et ouais, validés à 100%. Ouais. Voilà comment se passe à peu près, parce qu'on ne vous mettra pas toute la conversation avec les bénévoles pour respecter leur intimité. Mais voilà comment ça se passe à peu près. 23h, le dernier petit kiff de la journée. Je dis vraiment un petit kiff parce que je vais pouvoir me défouler, pouvoir faire du sport. Ça va être dur parce que j'ai toujours des petites douleurs à l'épaule. Mais voilà, il faut s'y remettre petit à petit. J'ai fait l'opération le 9 novembre. Là, petit à petit, il va falloir recommencer les entraînements de boxe, les entraînements de muscule, de cardio à fond. Du coup, vous allez suivre l'entraînement avec moi. Là, ça va être court mais intense. On va faire ça bien. C'est une question de temps. Il y en a des qui sont sur la liste déjà. Je dirais pas de nom tout de suite, mais c'est une question de temps, il faut être patient. Quel moment? Putain, c'est la Champions League, j'éteins toutes les... Ouais, c'est pas les brides, c'est V12. Mon cheval est gagnant, je veux faire du shopping, la V2. Oui.